Bonsoir à tous. Donc je suis Dominique Terre, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est très opportun que je passe à Télécom Bretagne là, pour les journées PGO autour de la santé. On m'a proposé d'animer un exercice que je ne connais pas, donc a priori je ne sais pas comment ça va se passer. Donc une discussion, comme j'ai compris, ouverte avec vous autour de la matière noire, qui est un sujet donc, moi que je connais bien. Mais qui est un sujet donc, qui anime une des thématiques que j'ai la chance d'aborder dans la recherche qui est effectuée au laboratoire Subatec, au sein du groupe Xénon du laboratoire Subatec de l'Académie de Nantes. Alors c'est opportun parce qu'on a eu la semaine dernière l'inauguration d'une nouvelle expérience qui s'appelle Xénon Hinton, et on a été couvert ici par Le Monde, qui a fait donc un reportage avec un journaliste qui est venu sur place, et qui a donc publié hier, mardi soir, des photos avec le texte, etc., qui explique un petit peu mieux ce que c'est que cette expérience. J'ai préparé quelques transparents. Il y a des trucs assez faciles, en général, qui sont exposés. Je ne sais pas ce qui est préférable. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on discute plus longtemps qu'1 heure à peu près. Donc moi je suis pour que ça soit interactif. Il ne faut pas que vous hésitiez à me couper si vous avez des questions quand on aborde un point, etc. En général, ça vous permet de tout de suite mieux comprendre. Et puis on a aussi comme ça la chance d'avoir une discussion plus directe. Alors le laboratoire Subatec fait partie de la collaboration internationale Xénon. C'est une collaboration qui recherche de la matière noire directement. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que ça exactement. Et c'est une collaboration qui aborde un sujet qui est très à la mode dans la recherche en physique fondamentale, parce que c'est un sujet qui concerne à la fois un mystère macroscopique, donc qui concerne l'univers tout entier qu'on observe avec des télescopes, etc., à toutes les distances, et qui concerne aussi donc, la spécialité de Subatec, qui est la nature microscopique de la matière, donc quelles particules élémentaires pourraient être à l'origine de la présence de matière noire. Donc des deux côtés, on n'a pas de réponse à la question, ce qui fait que c'est un sujet extrêmement vague qui fédère les communautés et les intérêts des recherches qui sont pratiquées. Alors c'est un sujet qui a été longtemps occulté par la communauté tellement il est vaste et qu'il était difficile à identifier. Les premières observations du problème, on les attribue à un astronome suisse qui s'appelle Zwicky en 1933, qui a observé donc, un amas de galaxies qui s'appelle l'amas de Coma, et qui a vu pour la première fois que la cinématique, la dynamique des galaxies de cet amas était compatible avec la présence d'une masse non observée donc, à travers la lumière qui était captée par le télescope, qui était beaucoup plus importante que celle qui l'observait. Alors, donc ça c'est je ne sais pas si vous connaissez le théorème du viriel, oui. Donc c'est un petit peu comme quand on satellise un satellite autour de la Terre. Évidemment, la vitesse avec laquelle il va orbiter dépend de sa distance et de la force de gravitation, donc de la masse. Alors c'est un sujet depuis qui a été qui a été repris, donc typiquement 1 ou 2 générations plus tard, dans les années 70, avec un programme astronomique majeur lancé par la NASA, piloté par Vera Rubin, qui a observé donc plus de 200 galaxies spirales et qui a cartographié la vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies. Et donc alors c'est un sujet qui est encore débattu, hein, à mesurer. Enfin, ces astronomes ont mesuré la vitesse avec laquelle les étoiles orbitaient dans chacune de ces galaxies. Et ils ont confirmé les observations de Zwicky, qui était donc avec un amas de galaxies. Confirmé, ça veut dire que vous voyez ici que quand on s'éloigne du centre de ces galaxies, la vitesse de rotation des étoiles reste très élevée, alors qu'elle devrait normalement redescendre si la masse qui est contenue dans ces galaxies était juste liée à celle qui est observée. Donc, on voit ici la contribution de matière noire en vert, là, qui apparaît dans les modèles et qui permet de reproduire la vitesse qui est observée sur ce type de galaxie spirale, et ça va plus loin, c'est que c'est observé sur toutes les galaxies spirales. Alors c'est aussi vrai, alors, on voit plein de trucs, là, de preuves astronomiques, donc c'est pas du tout ma spécialité. Là on observe l'univers
à très longue distance, ou à des distances plus courtes, mais pas du tout le monde microscopique. Donc c'est pour ça que je vais vite au début, je balaye, pour que vous soyez sensible au fait que autour de nous, cette matière, elle est présente à toutes les échelles. Donc on voit aussi ce type de matière donc qu'on appelle noire, quand on observe par exemple, on a la chance d'observer une collision de galaxies, et on voit donc à suite à la collision que la matière ordinaire a une cinétique après l'interaction associée à la collision qui est différente de la matière, de la masse que l'on observe qui se trouve vers l'avant. Donc on voit ici en bleu la reconstruction de la matière noire, en rouge la masse, donc le gaz interstellaire associé à chacune des galaxies. On voit très nettement que la masse rouge interagit beaucoup plus que la masse bleue suite à la collision. Hein. On appelle cette collision, c'est une collision extrêmement, comment dire, connue dans la communauté. Donc on a une matière invisible qui interagit donc pas de façon électromagnétique et pas de façon forte. Et évidemment, donc, là le scénario c'est que ça pourrait être une nouvelle particule, mais cette particule, on va voir après, ce qui serait vraiment incroyable c'est qu'elle existerait depuis que le Big Bang existe, donc elle est stable. C'est une particule qui n'a pas une durée de vie, une particule qui vit depuis aussi longtemps que l'univers. Par contre, évidemment, elle interagit très faiblement. Alors on a encore d'autres preuves, donc là on étudie aussi le fond diffus cosmologique, on cartographie l'univers en température, et on vient regarder comment la matière, un peu comme dans le modèle du corps noir, hein, on vient regarder comment la matière est agglomérée. Et puis on voit donc avec, alors vous avez certainement entendu parler des satellites Planck, qui étudient le fond diffus cosmologique. Et là, donc, on a des scénarios qui sont très dépendants de cette matière noire, parce qu'on va voir après, on voit tout de suite que la masse associée à cette matière noire est beaucoup plus importante que la masse qui est associée à la matière visible. Alors, en cosmologie, là, on a des scénarios d'évolution de l'univers, avec un univers courbe, plat. Et ce qu'on voit aujourd'hui, donc, c'est que l'univers est très plat. Il est très plat, ça veut dire que la matière noire qui domine la masse de l'univers, elle n'est pas trop lourde. Sinon l'univers serait trop compact, il se refermerait. Et ça veut dire aussi que cette particule de matière noire, elle n'est pas trop légère, sinon là l'univers s'évaporerait. Donc la matière serait trop diluée. Donc on pense, on n'en a pas la preuve, hein, que cette matière noire existe et qu'elle est présente depuis le début de l'univers. Alors ensuite, on a un modèle d'évolution de l'univers avec un modèle du Big Bang, dans lequel la température, la pression, au fur et à mesure que le temps passe, deviennent de plus en plus petites, et qui permettent donc aux forces élémentaires d'être observées. On part au début d'une soupe dans laquelle tous les constituants de la nature sont mélangés, dans lequel les forces sont indifférenciées, et puis au fur et à mesure qu'on diminue la pression et la température, à ce moment-là, on change progressivement les échelles, les distances entre les constituants élémentaires, et on fait apparaître la synthèse de la matière ordinaire que l'on observe aujourd'hui. Alors ça veut dire que quand on essaie de comprendre avec les fractions de deutérium, lithium, hélium mesurées aujourd'hui par les télescopes, quand on essaie de comprendre cette fraction et qu'on lui associe, par exemple en abscisse, les courbes noires, quand on calcule avec donc un modèle cosmologique poussé, les abondances qui sont associées à chacun de ces éléments, on s'aperçoit qu'on a des données qui sont toutes compatibles ici avec la bande jaune. Et cette bande jaune, donc, elle est aussi compatible avec la présence de la matière noire que l'on mesure avec le CMB qu'on a vu précédemment. Les baryons sont des particules qu'on peut mesurer, c'est-à-dire elles sont plus rapides que la lumière, mais est-ce que ça peut être les baryons, c'est-à-dire des particules plus rapides que la lumière, est-ce qu'on peut les détecter et comment on le fait, comment on peut
Ça, on appelle matière baryonique, tout ce qui est matière ordinaire constituée de protons, neutrons, donc matière visible. Donc ici on vient juste observer ces baryons sous forme de deutérium, sous forme de lithium, d'hélium, d'hélium 4, hélium 3, hélium 4, etc. Donc là on parle vraiment de matière baryonique. Et puis de l'autre côté on a donc en physique des particules des machines qui sont de plus en plus puissantes et qui permettent de remonter le temps, donc qui permettent de reconstruire des conditions d'énergie et de température et de pression extrêmes qui sont de plus en plus proches de celles qu'il y avait dans le modèle du Big Bang au début de l'univers. Et donc ici on voit donc les équivalents, température ici à votre droite, énergie à votre gauche, énergie à votre droite, donc on voit bien l'équivalence. Et puis en abscisse, typiquement donc le temps à quel correspond cette énergie après le Big Bang. Aujourd'hui donc on est typiquement au maximum au niveau du LHC, donc on a atteint, là on vient il y a 2 ans d'observer pour la première fois le boson de Higgs, qui a une masse donc qui est proche de 140 GeV, donc on voit qu'on est juste au-dessus de la 10 puissance 2 sur l'échelle qui se trouve à votre droite. Et on voit que pour remonter, alors vous voyez en bas il y a le temps de Planck là, pour remonter à ce qui sépare la science avec la mécanique quantique de ce qu'on n'a pas le droit de discuter, donc là il y a quelque chose en 10 puissance moins 34, il y a toute une échelle en temps, en énergie, qu'on n'a pas pu couvrir avec les machines qu'on sait construire sur Terre en ce moment. Donc on ne sait pas, avec ces machines, fabriquer des particules qui ont une masse, une énergie plus grande que celle qu'on a atteint aujourd'hui avec le LHC. Et c'est un enjeu énorme au niveau de l'ingénierie, de construire des machines plus grandes. Je ne sais pas si vous avez vu des photos du LHC, visité le LHC, c'est très joli. Et vous allez voir que c'est quelque chose de gigantesque en termes de technologie et d'ingénierie. Donc ça veut dire qu'on a un domaine qui couvre, quand on essaye de représenter l'univers en échelle, hein, donc on a au début le Big Bang, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on voit apparaître ces particules qui sont de moins en moins massives, avec au début donc les protons, les atomes, toutes les forces élémentaires qui progressivement se découplent les unes des autres. Je vais un peu vite. Ça veut dire que quand on discute des interactions fondamentales des particules qui constituent la matière, alors il y a ici ce que vous avez à droite, avec donc le magnétisme, l'électricité, et puis les équations de Maxwell qui ont unifié ces deux forces. On a bien compris que c'était la même. On a la force faible, avec la preuve hein, que cette force se couple à l'interaction électromagnétique depuis la fin du XXe siècle, la découverte du boson Z, du boson W. Donc on a une force unique qu'on appelle électrofaible. Et puis, alors on a encore la force nucléaire, donc ça c'est la chromodynamique quantique. Comment les quarks à l'intérieur des nucléons sont liés, comment les neutrons et les protons sont attachés dans les noyaux des atomes. Et puis la force de gravitation céleste terrestre, qui est liée, donc aussi unifiée depuis les théories de gravitation universelle d'Einstein et avant Newton. C'est pour schématiser. Alors on voit ici que à chaque fois qu'on arrive à recoupler des forces qui se sont découplées au fur et à mesure que la pression et la température ont diminué, on doit atteindre des énergies qui sont de plus en plus grandes. Et donc parmi tout ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, on n'a pas une particule potentielle candidate pour expliquer ce qu'est la matière noire. Donc on est dans un scénario où, si on croit que le modèle standard de la physique des particules est un bon modèle, on doit aller plus loin que ce qu'on fait au LHC aujourd'hui. Donc on doit être au-delà des 100 GeV. Mais il y a plein d'autres théories alternatives. Il y a un truc que je ne comprends pas. Où est la matière noire dans ce diagramme que vous nous avez montré? Elle n'est pas là, on ne l'a pas vu. Oui, mais... On l'a
pas vu, mais par contre, alors, le modèle électrofaible, là, on est à l'échelle du boson WZ autour de 90 GeV. Et puis le boson de Higgs, il est juste avant la SUSY, là, donc à 140 GeV. Donc la seule raison pour laquelle on postule l'existence de cette matière noire, c'est que d'un côté, la façon de laquelle la distribution des vitesses dans les galaxies, et d'un autre côté, le fait que la courbure moyenne de l'univers apparaît être comme proche de zéro. Oui. Donc ce sont ces deux observations. C'est des observations indirectes. C'est en observant la matière. Donc il n'y a aucune... on n'a même pas, par exemple, la possibilité de voir des faits gravitationnels liés à ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des faits gravitationnels, il faut que les corps soient concentrés dans un petit... Voilà, on observe que la lumière émise par la matière ordinaire est déviée par la matière noire. On observe des effets de micro-lentilles gravitationnelles. Donc ça existe, si ça existe, c'est-à-dire que la matière noire peut être groupée et plus locale. Donc s'il y a l'effet de lentilles, c'est qu'elle est locale. On a plein de modèles. Partout. On a plein de modèles qui justement essaient de comprendre comment la matière noire est distribuée dans l'univers, mais les modèles systématiquement pensent que la matière noire est distribuée autour de la matière ordinaire, ou plutôt que la matière visible est distribuée autour de la matière noire. Donc ici, on voit ici dans cette distribution de clusters de matière, quasiment tous les modèles prennent l'hypothèse que la matière noire est distribuée avec un agglomérat, donc sous forme de clusters qui sont très proches de ceux de la matière visible. Elle interagit gravitationnellement. Donc on a compris, aucune particule élémentaire n'est candidate pour expliquer cette matière noire. Et on a beaucoup de scénarios possibles pour, au niveau des particules, essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait avoir échappé à l'homme depuis la nuit des temps. On en a une, en particulier en physique des particules, dans le cas du modèle standard, qu'on aime beaucoup, c'est celle qui justement est au-delà de l'échelle du boson de Higgs, celle donc, où la masse de cette particule de matière noire serait plus grande que 140 GeV. Alors, on peut chercher la matière noire, donc on a trois façons de chercher expérimentalement la matière noire. La première, donc on l'a vu, c'est à travers des mesures indirectes de sa présence, en observant la matière visible, on voit qu'il y a de la matière noire. Mais par contre, on ne la voit pas directement. Il y a une deuxième façon, c'est on crée de la matière noire, alors pour ça on construit par exemple un super LHC, et puis on essaye de recréer cette particule, et on pense que c'est la même que celle qui est présente dans la nature. Et puis il y a une troisième façon, c'est d'essayer de la détecter sur Terre, mais sans la créer, donc d'essayer de faire interagir la matière noire avec la matière ordinaire, et d'observer l'interaction de la matière noire avec la matière ordinaire. Donc ça c'est ce qu'on appelle la détection directe. Et donc Xénon c'est une expérience de détection directe, donc c'est l'expérience la plus sensible pour ne pas avoir observé de matière noire. Alors pour ça, donc c'est super compliqué. Il faut qu'on arrive à éliminer toutes les interactions, tous les dépôts d'énergie qu'on a avec notre cible qui est constituée de xénon. Donc il faut qu'on mesure tout ce qui peut contaminer l'observation et qu'on comprend. Donc c'est-à-dire que tout ce qui par exemple est associé à la radioactivité naturelle, donc toute la présence dans les matériaux qu'on va utiliser pour construire les détecteurs, on a de l'uranium, on a du thorium, on a des traces de radioactivité à l'intérieur de l'ensemble des métaux et de la matière qui est présente sur Terre, qui génèrent des particules qui vont interagir avec le xénon. Donc il faut qu'on mesure l'ensemble de cette radioactivité et qu'on détermine quelle va être notre sensibilité, donc quel va être le bruit associé à cette radioactivité naturelle. Et puis il faut aussi qu'on enlève toute la contribution qui vient des rayons cosmiques, donc des particules qui sont générées par exemple par le Soleil et qui bombardent la Terre en permanence. Donc pour ça on s'enterre, donc les manips de recherche directe de matière, c'est des manips souterraines, on se met sous la montagne et on commence par se blinder de tout le rayonnement cosmique. Et en fait, dans ces détecteurs, on va le voir après, on a une cible qui est complètement silencieuse. On n'a absolument aucun dépôt d'énergie, quasiment, sur la période d'exposition, attendu à cause de toute la matière que l'on connaît. Alors
ça c'est fantastique. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un instrument qui détecte l'interaction de particules avec la matière. Je suis sûr que oui. Vous allez voir que, par exemple, le corps humain, on génère typiquement 10 kilobecquerels de gamma. 10 kilobecquerels de gamma, c'est-à-dire que toutes les secondes, notre corps émet 10 000 rayons gamma. Alors, la collaboration Xenon, c'est une collaboration internationale qui comprend 21 laboratoires de recherche. On est le seul laboratoire français. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, on a des collaborations avec les États-Unis, des pays européens, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, le Portugal, la Suisse, des Suédois, les Émirats Arabes Unis, Israël. Donc une collaboration qui comprend 120 chercheurs. Alors de 2010 à 2013, on a construit un détecteur qui s'appelait Xenon 100 et qui a obtenu donc, les meilleures limites mondiales d'exclusion pour la charge de matière noire pour plusieurs domaines différents. Donc pour plusieurs théories différentes. Et puis on est en train donc de construire l'expérience la plus grande et la plus sensible avec du Xenon, Xenon Hinton, qui va commencer à prendre des données l'année prochaine. Alors entre 2013 et l'année prochaine, on s'est fait doubler par une expérience américaine qui s'appelle LUX et qui contient 3 fois plus de Xenon que Xenon 100. Alors ce qui est super, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de compétitions sur ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expériences, de technologies qui sont développées par différents groupes de recherche pour essayer d'être les premiers à observer la matière noire. Alors on se trouve donc au laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie, à une centaine de kilomètres de Rome, enterré sous terre. Donc là on voit la montagne du Grand Sasso, le laboratoire souterrain qui se trouve en dessous. On y accède par un tunnel routier. Là on voit 2 photos de Xenon 100 et de Xenon Hinton. Et on utilise donc du Xenon. C'est ce qui fait que la manip marche aussi bien. Donc il faut que je vous parle du Xenon. Alors le Xenon sur Terre, on ne trouve que dans l'air. Et il a une abondance très faible, on a 10,7 atomes de Xénon par molécule d'air. C'est donc un gaz qui est très difficile à extraire de l'air, très difficile à produire. Il y en a typiquement plusieurs milliards de tonnes, dizaines de milliards de tonnes dans l'atmosphère autour de la Terre, donc on n'a pas un souci au niveau de l'approvisionnement. On a juste un souci au niveau du prix qui est associé à cette cible. Il est très très dur à liquéfier, ça veut dire qu'il est très très cher, sachant qu'il n'y a aucun industriel qui utilise quasiment du Xénon aujourd'hui sur le marché. Alors les télescopes de la collaboration Xénon, entre 2005 et 2007, un télescope avec 10 kg de Xénon actif, je ne vais pas en parler. Entre 2008 et 2015, 100 kg de Xénon actif, et puis aujourd'hui une tonne, et puis on prévoit en 2017-2018 le passage à N tonnes de Xénon actif. On voit à chaque fois là, les limites, donc les limites atteintes par Xénon 10, par Xénon 100, et puis les limites projetées pour Xénon Hinton. On va voir ça plus en détail rapidement après. Alors comment ça fonctionne un détecteur avec du Xénon liquide? Donc c'est un détecteur qu'on appelle dual phase. Donc on a à la fois la phase liquide et la phase gazeuse qui sont instrumentées. Donc on a un cryostat avec du Xénon liquide typiquement à moins 100 degrés dedans. Et puis au-dessus, on a une phase gazeuse. Alors on a des photodétecteurs qui se trouvent en bas et en haut de notre chambre à projection temporelle. Et puis quand une particule interagit avec le Xénon, elle dépose de l'énergie dans le Xénon. Alors le dépôt d'énergie conduit au fait que soit un électron du Xénon recule, de la cible initialement recule, avec de la vitesse, soit le noyau du Xénon recule avec de la vitesse. Alors quand c'est un électron qui recule, ça veut dire qu'on a vu une interaction de type électromagnétique. Quand c'est le noyau qui recule, on a vu une interaction de type nucléaire. Alors évidemment, quand on fait reculer un noyau de Xénon qui est 130 fois plus lourd que le proton, et bien sur une distance donnée, il va déposer beaucoup plus d'énergie qu'un électron qui est tout petit et qui recule, lui, sur une distance beaucoup plus longue. Et puis dans ces milieux denses, là, quand on dépose de l'énergie, on la convertit différemment, hein, en fonction justement
de l'énergie qu'on peut transférer par unité de longueur. Ça veut dire qu'on va avoir de l'énergie déposée qu'on va retrouver sous forme de charge. Donc on va ioniser le xénon. Puis on a l'énergie perdue qu'on va retrouver sous forme de lumière, de scintillation. Évidemment, quand on a beaucoup d'énergie déposée sur une toute petite distance, on ne va pas avoir assez de charge présente, on va saturer le processus d'ionisation. Et on va donc augmenter la quantité d'énergie qui convertit en lumière. Donc ça veut dire qu'avec ce détecteur, on mesure, je ne vais pas rentrer dans la technologie de la mesure, hein, on mesure combien d'énergie on dépose sous la forme d'ionisation, c'est le signal S2, et combien d'énergie on dépose sous la forme de scintillation, donc de lumière, c'est le signal S1. Et donc quand on a une interaction où derrière on a un recul électronique, on a peu de lumière, beaucoup de charge, on n'a pas d'effet de quenching. Par contre, quand on a une interaction nucléaire, derrière, eh ben, on a beaucoup de lumière et peu de charge. Donc ça veut dire qu'en faisant le rapport entre la lumière et la charge, entre S1 et S2, on identifie quelle partie de l'atome de xénon recule suite à l'interaction. Est-ce que c'était un électron? Est-ce que c'était un noyau? Et là, je ne l'ai pas marqué, mais il y a 99,5% des reculs qui sont correctement identifiés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de discrimination. Alors ça, c'est très important ensuite pour comprendre les résultats de la collaboration. Du coup, on a des résultats où le signal observé, c'est le recul nucléaire, et on a des résultats pour lesquels le signal observé, c'est le recul électronique. Alors au début, le plus facile, c'est d'observer le recul nucléaire. On a moins de bruit de fond en recul nucléaire qu'en recul électronique. Les gamma, ils génèrent que des reculs électroniques. Alors qu'il n'y a que les neutrons qui vont générer des reculs nucléaires ou les alphas. Donc au niveau de la radioactivité naturelle, on a beaucoup moins de bruit de fond associé au recul nucléaire qu'au recul électronique. Donc on a publié en 2012 là, les résultats de plus de 220 jours d'observation avec le xénon 100, et à cette époque-là, on avait les meilleures limites. Et puis là, on voit aujourd'hui où en est la communauté, avec la courbe violette en pointillé qui se trouve en dessous, avec la collaboration Lux qui a publié en 2013 des limites un peu meilleures. Et puis après ça, donc alors ça c'est dans le cas où on considère les limites indépendantes du spin. Donc indépendant du fait qu'on a tapé sur un neutron ou un proton du noyau de xénon. On a les mêmes limites dépendant du spin, et puis on a d'autres limites, dans le cas des actions, on ne va pas en parler, trop compliqué, et puis les limites qu'on a publiées cet été, donc cet acide qui concerne le cas des reculs électroniques. Et donc là, ça c'est très important parce que jusqu'à cet été, une expérience qui s'appelait Dama Libra avait publié des résultats positifs d'observation de matière noire depuis 2006-2007, avec une interprétation théorique mettant en avant une théorie qu'on appelle leptophilique, dans laquelle on avait une interaction matière noire-électron. Et donc là, on a la preuve, avec une extrême, un degré de confiance très élevé, que ces résultats étaient erronés au niveau de leur interprétation expérimentale. Donc on a la preuve depuis ces résultats de cet été qu'on n'a aucune particule de matière noire qui a jamais été observée. Alors la prochaine étape, c'est Xenon Hinton. Donc c'est l'expérience qu'on a inaugurée la semaine dernière en Italie. On voit une photo là du grand Sasso, de l'expérience, des photos du dispositif expérimental. Et nous à Subatec, donc quand on collabore dans une expérience comme celle-là, on amène une partie de l'expérience. Donc on a amené nous une sphère qui s'appelle Restox ici, qu'on a donc développée pendant 2 ou 3 ans en collaboration avec Air Liquide. C'est une station-service qui permet de livrer du xénon à l'état liquide et qui permet aussi de le récupérer. Et puis ensuite, on a construit cette sphère avec l'université de Mayence, l'université de Columbia, et puis on l'a installée et elle fonctionne. Donc on a à l'intérieur de Restox, là, aujourd'hui, 3 tonnes de xénon. Donc c'est la plus grande station-service qui a jamais été conçue pour le xénon, et 3 tonnes de xénon, c'est 3 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que si on ouvre une vanne, on perd de l'argent tout de suite. Alors, au niveau des autres instruments de l'expérience, donc on a le château d'eau, qui est le blindage actif qui permet de taguer les rayons cosmiques qui traversent la montagne et qui serait encore présent au niveau de la TPC ici, qui est la zone active de l'expérience Xenon Hinton. On a une partie cryogénie, purification, une partie DAC,
acquisition de données, et puis la partie stockage, récupération du xénon, avec une colonne spécifique qui permet de séparer le krypton du xénon, donc une colonne de distillation. Donc on a beaucoup d'engineering derrière cette expérience. Alors quel est le gros défi qui est abordé? C'est la première fois qu'une chambre avec du xénon aussi grande est construite. Donc vous voyez qu'on a entre xénon 100 et xénon 1 tonne un bon facteur d'échelle à couvrir. Et donc on voit tout de suite ce qui se passe. Là dans le liquide on a 1 mètre de profondeur. Ça veut dire que par exemple quand on a une particule de matière noire qui interagit en bas de la chambre, il faut que le signal qui est déposé, donc la lumière soit collectée par les PM, on a des électrons aussi d'ionisation qui sont générés, il faut qu'ils remontent jusqu'à la phase gazeuse. Donc ça veut dire que pour remonter sur 1 mètre dans le liquide, c'est des électrons qui remontent, ils sont guidés par un champ électrique, mais ils vont pas très vite. Donc c'est-à-dire que là, dès qu'on a une impureté, un petit peu d'oxygène, un petit peu d'eau, qui est diluée avec le xénon, ces électrons ils sont attrapés et on perd le signal. Donc c'est ce qui fait que c'est super compliqué, c'est que ça doit être ultra pur. Donc on ne doit pas du tout avoir de contamination du xénon en termes d'impureté électronégative. Alors c'est un gros challenge, on est très confiant sur le fait que ça va fonctionner, mais c'est donc la première fois qu'on construit un détecteur aussi gros. Par contre on voit au niveau du principe, on ne change rien par rapport à xénon 100, on a juste augmenté le volume du détecteur. C'est à la pression atmosphérique. C'est quoi les conditions de température? Voilà, donc le xénon c'est un liquide cryo, donc on est à l'équilibre des phases vapeur-température. Donc là on travaille nous à 2 bars, mais on règle la pression du gaz et on en refroidit le liquide. Donc c'est pas tout à fait moins 100, c'est moins 95. Et la preuve la plus convaincante finalement d'avoir détecté de la matière noire, c'est que l'énergie déposée est de l'ordre de 100 gigaélectronvolts au plus haut. Ah non, j'y arrive. Je termine. Alors donc ça veut dire que ensuite, avant d'exposer notre volume de xénon et de rechercher de la matière noire, on doit déterminer quel bruit on va avoir dans un temps de pause donné. Ça c'est ce qui va faire qu'on va être sensible ou non à la matière noire. Donc on a plusieurs sources de bruit. Donc on a la radioactivité naturelle. Là on a un peu de krypton résiduel qui reste dilué dans le xénon qu'on a beaucoup de mal à enlever. On a du radon, un petit peu. Et puis ensuite on a des reculs qui sont provoqués par les neutrinos émis par le soleil par exemple. Des reculs nucléaires liés à la radioactivité naturelle. Bref, au total on attend 0,5 en gros recul par an de pause dans le volume de xénon 1 tonne. Donc ça veut dire que si on pose 1 an et qu'on n'observe pas de recul, on aura eu de la chance, on n'aura pas eu de bruit. Si on pose 1 an et qu'on observe un recul, on ne saura pas si c'est du bruit ou si c'est du signal. Voilà, donc là on est exposé au niveau de l'interprétation de ces expériences à très bas bit de front à des statistiques qui sont un petit peu compliquées. C'est la statistique qu'on a quand les nombres sont très faibles. Donc on a aussi beaucoup de travail au niveau de l'interprétation des données, justement pour bien comprendre notre modèle de bruit et ensuite proposer un résultat qui est compatible statistiquement avec des nombres qui sont toujours petits. Alors ensuite, comment ça se passe? La matière noire ne bouge pas. C'est le Soleil qui tourne autour du centre galactique et la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc le Soleil emmène la Terre percute la matière noire, et donc on a ensuite un choc élastique entre la matière noire et puis l'atome de xénon, par exemple. Donc on a la matière noire qui est immobile, l'atome de xénon qui se déplace comme la Terre. Oui, et donc là on fait une collision élastique, atome de xénon, noyau, électron sur matière noire. Donc là en fonction du paramètre d'impact, est-ce qu'on tape au centre, est-ce qu'on tape sur le bord, on transfère une énergie qui est variable. Mais c'est du choc élastique. Donc c'est-à-dire que pour mesurer la masse de la matière noire, il faut qu'on arrive à peupler tout le spectre du choc élastique. Ça rappelle un peu la théorie de l'éther, parce qu'on suppose de cette façon-là que d'une certaine façon, ces particules de matière noire sont immobiles par rapport à une galaxie, par exemple, ou un truc comme ça, et après que, avec les chocs, ça peut changer la direction et des choses dans ce goût-là.
Voilà, ça c'est le scénario qu'on utilise pour interpréter les observations. Ensuite, si c'est pas le bon scénario, ça change pas nos données. Hein, donc comme on n'observe rien pour l'instant, quoi qu'on mette comme scénario, il n'y aura rien à observer. Comment vous arrivez à pas être frustré? Non, alors c'est frustrant, mais c'est comment dire ça, c'est une communauté très riche. Hein, donc je suis super content qu'il y ait plein d'étudiants qui soient là. On a besoin de beaucoup d'idées, on a besoin de beaucoup de jeunes. Il y a une compète énorme sur Terre autour de ce sujet de recherche avec beaucoup de personnes qui sont très riches au niveau humain, qui souhaitent comprendre la nature sans tricher. Et donc on est rassuré. Hein, du fait qu'on arrive à être devant, c'est super compliqué. Et puis surtout, on est rassuré quand on rencontre la communauté, parce que là, on a des moments d'échange qui sont très forts autour des difficultés qu'on a à concevoir ces détecteurs, à les faire fonctionner normalement, correctement. Alors, qu'est-ce qu'on... Question là, excusez-moi. Simplement, bon, ça peut être un élément, mais qu'est-ce qui rend la bulle scientifique si sûre que ça existe simplement à matière noire? Parce que là, quelque part, si je comprends bien, ça vient de... L'observation n'est pas cadre pas avec la théorie. Généralement, la pratique d'un scientifique, on apprend, c'est beaucoup de remettre en cause la théorie. Pourquoi dans ce cas-là, on ne remet pas en cause la théorie? Alors, on remet en cause la théorie, c'est un truc que tu peux faire. C'est-à-dire que toute la Terre remet en cause la théorie. Faut que tu comprennes bien ce que je te dis. Tous les chercheurs, tous les théoriciens traquent des modèles susceptibles d'expliquer ce que pourrait être la matière noire. D'accord ? Donc a priori, c'est pas parce qu'on ne souhaite pas écouter ce que nous proposent les théoriciens qu'on recherche la matière noire directement. On la recherche directement parce qu'ils nous incitent à la rechercher directement parmi tout ce qu'ils peuvent envisager pour expliquer ce que c'est. Donc c'est-à-dire qu'il y a une communauté, juste pour qu'on donne un ordre de grandeur, par exemple en 2012 on a publié ces résultats, donc c'était en 2013, hein, on a 1200 citations du papier dans des articles scientifiques revus dans des comités de lecture internationaux. C'est-à-dire que les résultats qui sont là, ils sont repris par l'ensemble du monde et de la communauté qui fait de la recherche fondamentale, aussi bien en physique des particules qu'en astrophysique, en cosmologie. Donc, mais après ça, il y a des scénarios alternatifs qui sont proposés, bien sûr. C'est pas qu'ils sont pas vrais, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc celui-là, il peut être vrai. Et il y a beaucoup de la communauté, une grande fraction, qui pense que c'est potentiellement le vrai. Hein? Alors, on a de la marge. Hein. On a vu, avant d'arriver à 10 puissance 15 ou 16 GeV avec un accélérateur, on a beaucoup de progrès technologiques à faire, à notre niveau, à notre échelle. On est très modeste hein, par rapport aux lois de la nature. Alors on voit donc ici comment ça se décline. Donc on a vu les résultats de Xenon 100 en 2012, ceux de Lux rapidement, et donc on voit ceux qu'on attend avec Xenon Newton au bout de 2 ans d'exposition. Et puis on voit aussi ceux qu'on prévoit avec l'upgrade à très court terme de Xenon Newton, qu'on appelle Xenon Newton, j'ai plus de micro, 2 ans plus tard. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on est en compète avec les Américains là, qui travaillent avec une expérience Lux upgradée et qui devraient nous doubler typiquement là entre 2018 et 2020 si on ne propose pas une expérience qui a plus de Xenon. Ça marche. C'est-à-dire que c'est un domaine très dynamique. C'est des expériences qui vont très vite en termes de R&D, construction, observation. On n'a pas le temps d'attendre, il faut qu'on fasse le moins possible d'erreurs pour qu'on puisse conserver la corde. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, par exemple, là on voit les résultats de CDMS et d'Elvais, alors ça c'était pas avec du Xenon, avec des bolomètres, on voit qu'on est passé là d'un truc en 10 puissance moins 43 à quelque chose qui vaut de 2 10 puissance moins 45. Ça on l'a fait en 4 ans, oui, on a gagné en gros 2 ordres de grandeur. Là, avec Xenon, 1 tonne, on va regagner 2 ordres de grandeur. Avec Xenon, 1 tonne, on va regagner encore un ordre de grandeur. Et tous ces systèmes ne servent qu'à détecter la matière noire, ça ne sert pas à autre chose. Pas à autre chose. Alors, et donc, si on projette ici l'évolution en fonction du temps, donc on voit l'évolution hein, et on voit la course hein, qui est engagée. Donc là, je vous montre les limites, bien sûr,
qu'on prévoit avec le Xenon Hinton, Xenon Hinton, l'upgrade de Xenon Hinton Darwin, on voit que on n'est pas aujourd'hui limité expérimentalement pour aller plus loin et pour voir ce qu'on n'a pas encore vu avec ces expériences de recherche directe. Hein, donc on voit que d'ici 10 ans maximum, on aura gagné un facteur 1000 sur la magnitude, la sensibilité, la section efficace qu'on peut mesurer expérimentalement avec ces expériences. Alors ça c'est super important parce que quand on sera au niveau là de Darwin, on aura un autre bruit de fond à considérer, c'est celui qui est généré par les neutrinos émis par le Soleil. Donc on aura une contribution qui sera très difficile à éliminer. Mais ça ne pourrait pas servir aussi à mesurer les neutrinos si on en a besoin? Bien sûr, si. Bon, oui. Non, mais du coup, ça sera plus, on recherchera plus de la matière noire. On essaiera de comprendre les réactions nucléaires qui ont lieu au cœur du Soleil, etc. C'est possible finalement de diversifier un peu les résultats, quoi, les applications. Mais il y a déjà un travail dessus, non? J'ai pas compris. En imagerie médicale, il y a des applications qui sont développées. Voilà, demain, moi, je présenterai aussi une application autour de l'imagerie médicale avec du xénon. Mais bon, là, on est dans une communauté qui est une communauté de scientifiques purs et durs, où on est en face d'une question majeure pour comprendre et consolider les lois qui régissent aujourd'hui ce qu'on comprend de l'univers. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions. Et la question quand même, parce qu'au 19e siècle, on avait cette question de l'éther, et pour expliquer, comme je me rappelle, c'était la propagation de la lumière, il fallait... Et ça, c'était une mauvaise... il y avait une communauté qui était partagée. Mais c'était quelque chose qui n'était pas positif. Mais par contre, il y a eu des questions comme ça. Il y a eu, par exemple, Pauli qui a observé pour la première fois la désintégration bêta. Il a observé qu'il manquait quelque chose. Donc il voyait le neutron qui devenait un proton, et puis il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à interpréter le spectre autrement qu'en ajoutant une particule qu'il n'arrivait pas à observer. Et la communauté, elle a mis 30 ans à observer le neutrino. Donc pendant 30 ans, on a cherché le neutrino. Hein, non, 31 ans plus tard, le neutrino, on l'a trouvé. Oui, mais c'est juste que c'était une mesure qui était difficile, qui requérait une expérimentation plus poussée. Et on est encore, je pense moi qu'on est encore dans cet âge sombre où on pense qu'on est très fort, mais on peut encore progresser. Mais donc on peut écrire l'histoire comme on veut. Après ça, est-ce qu'on est positif, est-ce qu'on est critique? Il faut, mais il faut aussi. C'est complètement différent pour répondre à Paul. L'éther, c'était juste le résultat négatif de l'expression de Michelson-Morelli qui voulait essayer de mesurer la vitesse absolue de la Terre dans l'univers. C'est-à-dire en voyant les différences, disons, de leur interféromètre. Hein. Oui. Et voir comment, parce que là, quand vous racontiez finalement la rotation de la Terre, évidemment, si vous faisiez des expériences à 6 mois d'intervalle, et je ne sais plus quoi, pour voir finalement si la vitesse est dans ce sens et puis dans l'autre sens. Voilà, donc on a cette analyse de signal modulé hein, qui a été publiée cet été aussi. On l'appelle nous modulation annuelle, saisonnière, où tous les 6 mois on attend justement un flux observé qui varie autour de la moyenne, qui dépend de la vitesse de la Terre autour du Soleil, qui est opposée tous les 6 mois. En supposant que, d'une certaine façon, en supposant, avec un modèle... est relativement hydraulique, qu'elle ne bouge pas, Bien c'est sûr. pas un gaz mais la question de comment est distribuée la matière noire dans notre galaxie, comment elle est distribuée dans l'univers, c'est une question qui concerne la cosmologie. Et donc, on suit, nous, ces discussions. Il y a énormément de contributions, c'est très animé au niveau scientifique. Mais par contre, au niveau de l'observation, toutes les expériences qui recherchent de la matière noire ont un scénario commun. Pour justement avoir des limites communes. Maintenant, si le scénario est faux, on va le changer. Si on a une autre hypothèse qui explique comment cette matière noire est distribuée, on va le changer, ça ne va pas changer l'énergie et les reculs qu'on observe dans notre détecteur. Ça changera juste la forme de la courbe, ou la masse de la matière noire si on l'observe. Comment on
peut être sûr que la matière noire va interagir avec le xénon qui est à l'intérieur du détecteur, qui est à un super gros blindage en dessous d'une montagne, sachant qu'on a observé qu'il interagissait peu avec la matière en général, et qu'en plus, il y a un très très gros blindage, le xénon est dans un très gros blindage sous une montagne, et avec la couche atmosphérique au-dessus qui protège pas mal de choses. Enfin, comment on peut être sûr? Et en plus, ces particules qui sont censées être immobile, donc toute l'énergie, en fait, il y a l'interaction de ces mouvements de la Terre qui va ça. On peut être sûr que... Donc, par exemple, là, tu vois le fond jaune, là, en très pointillé, ça c'est le fond des neutrinos. Donc les neutrinos, ils sont émis majoritairement du cœur du Soleil, ils traversent le Soleil. Donc c'est pour ça que quand on observe les neutrinos qui arrivent sur Terre, en fait, on voit la puissance que le Soleil génère, combien 100 000 ans avant que la lumière, que le Soleil brille, parvienne à la Terre. Donc on voit quelle est la puissance nucléaire qui est au cœur du Soleil 100 000 ans avant celle qu'on pourra nous voir avec la lumière qui est émise à la surface. Donc c'est-à-dire que ces neutrinos-là, ils traversent toute l'épaisseur du Soleil sans interagir. Et puis, mais par contre, il y en a tellement d'émis qu'il y en a quelques-uns qui interagissent, et puis quand ils arrivent au niveau de la montagne et qu'ils la traversent, il y en a encore quelques-uns qui interagissent avec la matière qui est présente. Mais c'est une toute petite fraction de ce qui est émis au début. Ils ont traversé quand même une grosse partie du Soleil, c'est rien. Mais la majeure partie traverse la Terre comme s'il n'y avait pas de Terre. C'est juste qu'il y en a une toute petite fraction qui va déposer de l'énergie, à un moment donné, en traversant la Terre. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est que quand on parle de particules qui peuvent avoir des énergies absolument énormes, on les considère comme étant immobiles. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ah ben non, donc ça, a priori, là on revient cette fois-ci, donc c'est pas le domaine de la physique des particules, ça. Nous, on serait très, très contents si la matière noire était thermiquement plus agitée. Là, on revient justement au CMB, où on voit que la matière noire, elle peut pas être trop rapide. On ne peut pas avoir un agglomérat de matière ici, comme celui qu'on observe à très longue distance, si cette matière noire est agitée thermiquement avec beaucoup de vitesse. Hein, donc là, on est contraint par l'étude du CMB et la variation de la température qui est observée. Donc ça, c'est le scénario de la communauté. Alors peut-être que maintenant, on peut interpréter ces résultats différemment. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à des modèles alternatifs, oui. Mais ça dit quand il y a finalement un astre qui gravite d'une certaine façon, il voit surtout ce qui est au milieu, on représente finalement ce qui est de la masse au milieu, et peut être remplacé par une certaine masse ponctuelle. Mais il n'est pas dit que cette masse ponctuelle vienne finalement d'un objet complètement immobile. C'est-à-dire en fait, ça peut être attiré de façon uniforme à l'extérieur, mais un peu comme il y a un effet d'écrantage, même s'il y a des lois de la gravitation, on voit que ce qui est à l'intérieur, en la masse, en fait, toute la masse dans un seul point. D'une certaine façon. Voilà, mais là vous abordez une autre dimension. Celle c'est celle de la. C'est comment on conceptualise. Que cette masse soit immobile, ça m'échappe. C'est ça que on considère que l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui et qu'on observe de façon reproductible est défini à partir de structures qui sont centrées sur la matière qu'on est capable d'observer. Hein, donc on observe la matière ordinaire, on observe à très longue distance la température de l'univers avec la matière ordinaire, et on observe l'agglomération de cette matière ordinaire qui permet, alors avec un raisonnement proche du corps noir, de donner une température, en gros 3K, et puis ensuite de voir combien il y a de température autour de 3K, quel différentiel. Et puis là on voit des zones qui sont un peu plus froides, d'autres qui sont un peu plus chaudes, on voit de la matière, on n'en voit pas. Ça correspond. Et là on voit qu'il y a 5 fois plus, au moins, 5 fois plus de cette matière qu'on ne voit pas dans ce qui fait cette température. Mais ça c'est pour le rayonnement fossile, on le voit. On peut supputer cette matière noire qu'on voit dans la photographie de Penzas, enfin la photographie du CMB, oui. Oui, du fond diffus cosmologique, oui. Donc, par contre, on ne le voit pas autrement directement. Si on prend l'étape, Voilà, cette matière noire, comment elle est distribuée, est-ce qu'elle est en amas ou pas en amas? Le fait qu'on voit ça, qu'on suppute que c'est en amas dans ce rayonnement, ne dit pas que c'est vraiment un amas pour le reste de l'univers. Je ne comprends pas très bien ça.
Non, alors, donc, là, je pense que je ne veux pas répondre à cette question, mais quand on essaie de comprendre comment les galaxies se forment, là, je pense que mes collègues astronomes seront plus perspicaces que moi pour expliquer comment, par exemple, la matière ordinaire est distribuée sur une spirale en 2D, alors que la matière noire, elle est distribuée en 3D. Donc, c'est-à-dire que, a priori, on a une sphère pour la matière qu'on ne voit pas, hein, alors, parce qu'elle n'interagit pas électromagnétiquement, on n'a pas d'interaction autre que la force de gravitation. Donc on a même au niveau de la distribution de la matière noire dans notre galaxie, on a une distribution au niveau de la position qui est complètement différente. On a quelque chose qui est en 2 dimensions versus quelque chose qui est en 3 dimensions. Donc là, il faut qu'on discute ensuite de comment on a créé ces galaxies. Voilà, donc c'est quoi la différence entre matière noire et énergie noire? Voilà. Donc, la matière noire, c'est de la matière, donc c'est-à-dire que ça interagit gravitationnellement, ça a une masse, et donc ça c'est soumis à la force de gravitation. Alors que l'énergie noire, c'est de l'énergie qui manque au bilan, qui est extrêmement compliqué à expliquer. Donc c'est une énergie qu'on peut attribuer à une énergie du vide, et au fait que le vide, il est très très grand. On a un club d'astro ici, on peut en parler. Les certificats d'adhésion aussi au club d'astro. On a fait une conférence avant-hier là-dessus. On a mis 2 heures parce qu'il expliquait un quart d'heure. Non, mais il ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent l'énergie noire? Oui, donc aujourd'hui la recherche en cosmologie, c'est la recherche de l'énergie noire principalement qui drive l'effort des États et les investissements. Hein, donc on cherche, dans les années qui viennent, on va chercher l'énergie noire avec des télescopes qui sont très très grands comme LSST, avec des nouveaux satellites qui vont remplacer Planck, Euclide, avec des programmes de télescopes Compton très grands qu'on appelle par exemple le programme CTH. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un programme très vaste au niveau de la communauté des physiciens. Hein, on couvre là aussi un domaine qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Hein, et cette fois-ci on parle aussi de mécanique quantique, de qu'est-ce que c'est que le vide, qu'est-ce que c'est que la limite de l'univers. Hein, est-ce que c'est un truc que depuis que je suis petit, je n'ai pas répondu à la question. Quelle taille, c'est quoi la frontière entre ce que nous on appelle l'univers et puis ce qu'on imagine pas être l'univers? Ça veut dire quoi? Donc là, on est dans un problème plus général de système et un problème de cosmologie. Et une dernière question, on cherche, mais si on trouve un jour, est-ce qu'il y a déjà l'application derrière qui on pense? Comment on peut utiliser ça pour du courant? Ouais, non, donc ça, c'est des très bonnes questions auxquelles, normalement, je devrais répondre à force d'avoir la question posée par des médias, etc. Tout le monde se pose cette question. C'est un problème métaphysique. Mais par exemple, à la fin du 19e, il n'y avait pas de radioactivité. Donc on pensait qu'on pouvait décrire la nature qu'avec les équations de Maxwell. Hein, et donc, on a observé la radioactivité, on s'est aperçu qu'on pouvait faire plein de trucs avec la radioactivité. Donc a priori, là, il y a quelque chose qui est en termes de contribution à la masse de l'univers qui est très important en termes de contribution et de volume. Il y a de grandes chances qu'avec 26,6% de l'univers, donc 20% de l'univers en plus, on soit capable de faire plein d'autres choses qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Ça, c'est certain. Mais alors maintenant, est-ce que ça sera le vrai? Là, c'est métaphysique. Dernièrement, le LHC il s'est pas mis en quête de la recherche pour la matière noire. Ah si, le LHC cherche de la matière noire depuis qu'il a été construit. Hein, donc on est dans une thématique de recherche triple, recherche indirecte, donc de type astrophysique, spatiale, recherche directe, on se met sous terre, et recherche sur accélérateur, on crée des particules qu'on n'a pas encore observées. Mais sur accélérateur, hein, on n'a pas vu de nouvelles particules plus lourdes aujourd'hui que le boson de Higgs. Hein, et même quand on la verra, il faudra si on la voit sur un accélérateur, il faudra qu'on soit bien sûr que c'est celle de l'univers. Hein, donc que c'est la particule stable qui existe depuis que l'univers l'a créée. Donc là, on parle de quelque chose qui
qui n'est pas pour tout de suite, je pense, même si je ne fais pas du bien à la communauté quand je dis ça, c'est les programmes complémentaires. Ça, c'est le message positif. Maintenant, la réalité, c'est qu'avec la recherche directe, on est beaucoup plus sensible que sur accélérateur. Et c'est pour ça que c'est pas si cher que ça. Une expérience comme ça coûte combien? 15 millions de dollars à peu près. Le LHC, ça coûte plutôt 10 milliards. Voilà, donc, au niveau de l'investissement, c'est aussi quelque chose qui se fait dans un cadre qui est beaucoup plus ouvert, dynamique. C'est-à-dire que les personnes qui participent à ces expériences sont tout de suite contribuent personnellement à l'expérience. C'est leur expérience. Si l'un d'entre nous ne travaille pas bien, l'expérience risque de ne pas marcher. Alors qu'au LHC, c'est souvent pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est super important aussi de sentir ce côté humain. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment ça qu'on va trouver si on trouve quelque chose, ou est-ce que ça peut être quelque chose qu'on ignore encore? Oui, on n'est pas sûr du tout de ce qu'on a trouvé. Hein, personne peut aujourd'hui garantir qu'on va observer la matière noire avec le xénon Newton ou qu'on ne va pas l'observer du reste. Parlez plus fort. Voilà, c'est parce que c'est moi qui suis allé trop vite. Mais comment je fais pour reprojeter ça là? Voilà. Qu'est-ce que je peux... Alors, la courbe en pointillé bleu là, ça c'est 2 ans d'exposition avec 0,5 recul mesuré par... Donc un recul mesuré en 2 ans dans le détecteur de xénon Newton. Et donc on voit à ce moment-là qu'on aura une mesure qui sera négative. On attendait un événement de bruit, on observe un événement, donc on n'a que du bruit. Donc du coup, on a une limite qui est associée au fait qu'on ne peut pas discriminer le fait que cet événement de bruit, c'est pas du bruit. Donc on ne peut pas descendre plus bas la section efficace d'interaction de la matière noire avec la matière ordinaire. On n'est pas capable de... L'amplitude avec laquelle la matière noire interagit avec la matière ordinaire, on n'est pas capable de l'observer avec une limite qui est plus petite que celle qui est définie par le bruit de fond qui est présent sur l'expérience. C'est parce que c'est super important de bien comprendre ce bruit de fond. C'est ce qui fait la courbe aujourd'hui qu'on sort là, c'est le bruit qu'on a. Parce qu'on n'a pas signal. Un recul observé. Hein, donc pendant 2 ans, on ferme les yeux, l'expérience tourne, on surveille qu'elle fonctionne bien, et puis au bout de 2 ans, on unblind, donc on regarde les données qu'on a enregistrées, et puis si on a un recul enregistré sur disque, c'est du bruit. Si on en a 10, on a un prix Nobel. Ça c'est plus clair? C'est clair? L'énergie, pardon, la matière noire, elle est stable dans l'univers. C'est ce qu'on imagine, oui. Ouais, elle est stable, c'est-à-dire elle ne bouge pas, c'est stable dans ce sens-là. Alors. Non, stable, ça veut dire elle n'est pas radioactive. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'elle existe, on la voit, elle existe aujourd'hui. Et puis, alors, si on veut une échelle de ce qui est stable, par exemple, moi j'ai des collègues qui cherchent à mesurer que le proton est stable ou instable. Donc le proton, par exemple, on n'a jamais observé un proton se désintégrer. Oui, donc quand on dit stable, ça veut dire qu'on n'imagine pas qu'elle va mourir pour faire apparaître des particules plus légères, par exemple. Super. Donc si je sais pas si vous avez d'autres questions, sinon... Une minute pour le Je vais vous prendre 2 petites minutes. Alors, je fais partie de l'association d'astronomie Jean de la Lune, qui a en fait ouvert un observatoire astronomique ici sur le site de Télécom Bretagne.
donc avec un télescope de 400 mm de diamètre. Donc on commence à voir des choses un petit peu intéressantes avec ce genre d'instrument. Donc je vous en parle parce que si jamais parmi vous il y a des gens qui sont intéressés pour venir voir un petit peu ce qui se fait à l'association, même pourquoi pas y adhérer, ou simplement en tant que curieux ou choses comme ça, ben voilà, vous êtes les bienvenus pour venir voir un peu ce qui se fait là-bas. Donc j'ai ramené des flyers et puis aussi des formulaires d'adhésion, bon, vous verrez bien. Les flyers, c'est surtout pour aller voir le site en fait et s'informer, puisque sur notre site on a un agenda en fait qui donne les séances à venir, qu'est-ce qui va être fait, comme par exemple mon collègue là, Alain l'a mentionné, il y a 2 jours on a fait une petite discussion donc, sur le sujet que Monsieur Terre a présenté là tout de suite. Et c'est vrai que en regardant l'agenda, vous pourrez vous renseigner justement si il y a des choses qui peuvent vous intéresser, bah, vous êtes les bienvenus. Donc voilà. L'équipe d'organisation des Agora n'est pas vraiment complètement en place, je crois qu'elle est surtout absente ce soir, si j'ai bien compris. Je me permets de prendre la parole. C'est en fait les élèves qui invitent à l'Agora. Là, ça c'était un petit peu vite parce qu'on a profité de votre passage ici. Et comme on parlait de ce sujet, vous parliez de ce sujet-là avant-hier à l'Observatoire d'astronomie, je me suis dit c'est vraiment l'occasion de savoir un peu ce qui se passe à l'École des mines de Nantes, à Subatec, et puis dans ces grandes expériences. Je suis vraiment extrêmement content d'avoir autant d'étudiants aujourd'hui pour ce sujet. Voilà, c'est bien et j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'appel dans quelques microsecondes. Enfin, je ne sais pas, ça doit se mesurer en gel, ça. Et en tout cas, merci beaucoup.